Eh ben, bonjour Thibaut. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va explorer plein de questions philosophiques, de la nature, de la réalité à la morale, en Ok. passant par le bonheur et la science. Mais avant tout, je te laisse te présenter. Eh bien, je suis Thibaut de la chaîne Monsieur Phi et voilà, donc c'est une chaîne qui parle de philosophie et où j'ai abordé ces différents thèmes. Donc voilà, je sais pas du tout ce qui m'attend. Ah, génial. Et pour bien commencer, justement, comment est-ce que toi, tu définirais la philosophie? Alors, j'aime bien définir la philosophie comme une discipline qui vise à comprendre les choses de façon rationnelle, à répondre à des questions de façon rationnelle, des questions importantes, disons, pas juste des questions du type qu'est-ce qu'il y a dans cette tasse. Ou alors on pourrait répondre à ces questions qu'est-ce qu'il y a dans cette tasse, mais justement sous l'angle, je ne sais pas, très genre qu'est-ce que la matière, etc. Qui au départ sont effectivement des questions philosophiques, avec donc ceci que cette définition, elle finit par empiéter avec celle de la science, et en fait c'est normal parce que d'une certaine façon, toutes les sciences ont une origine liée à la philosophie. Au départ, la question de savoir qu'est-ce que la matière, etc., c'est une question de philosophie de la nature. Il se trouve juste qu'à un moment donné, quand une discipline, une sous-discipline de la philosophie, du coup, marche très bien, acquiert une méthodologie bien précise, ben, on se met à appeler ça une science. Mais Newton, etc., sont des philosophes de la nature. Et voilà. Donc en gros, c'est avoir une approche scientifique. Enfin, pour moi, il y a vraiment un lien entre l'approche scientifique et la philosophie. Quelque part, la philosophie, c'est un petit peu la science de là où il n'y a pas encore de science, quoi. C'est Excellent. le fait de se poser des questions sur un mode scientifique, mais en dehors du cadre d'une science déjà établie, quoi. Ouais. Avec peut-être dans le but d'en établir une, justement. Et sur l'aspect, disons, rationnel, est-ce qu'il n'y a pas eu un peu des philosophes qui étaient quand même un peu irrationnels dans leur façon de penser? Ouais, alors typiquement, on pourrait me dire, bah, par exemple, qu'est-ce que vous faites de tous les philosophes du médiévaux qui étaient finalement très religieux. Mais je pense que justement, là où ils font de la philosophie, c'est qu'ils avaient une approche rationnelle. Ils cherchaient à confirmer par la raison les enseignements de la foi, typiquement. Donc, dans cette mesure-là, il y avait quand même une dimension rationnelle. Après, il y a vraiment des philosophes qui sont qui mettent en avant l'irrationalité. J'aurais tendance à considérés comme des philosophes un peu problématiques de ce point de vue-là. Mais il y a pas, faut bien comprendre que si on prend l'ensemble des gens qu'on appelle philosophes, ça va être très très difficile de trouver une définition qui s'applique à tous parfaitement. Donc je dirais que c'est toujours faire un petit peu un choix dans l'ensemble de ce qu'on appelle philosophie lorsqu'on nous demande une définition de la philosophie. Et voilà, moi je serais plutôt sous cet angle-là. Et je pense que c'est un angle quand même qui rassemble l'essentiel de ce qu'on appelle philosophie depuis les présocratiques jusqu'à la philosophie contemporaine. Euh, Même si effectivement ça s'appliquera mieux à certains qu'à d'autres, quoi. Mais typiquement, je pense que ça s'applique très bien à un Descartes, à Platon, Aristote, voilà. Kant, enfin, les grands noms, je pense, tomberont bien sous cette définition-là. Et qu'est-ce que tu penses Mm. des gens qui diraient oui, finalement, avant, justement, il y avait de grands philosophes, etc. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de grands philosophes, il n'y a plus vraiment de nouvelles choses. Il y a un peu cette idée quand même qu'aujourd'hui, voilà, on a perdu ces grands hommes qui pouvaient y avoir par le passé. Est-ce que tu serais d'accord avec ça ou pas du tout? Je pense que et- je pense que la philosophie est très très vivante aujourd'hui et très active, mais que son champ c'est effectivement très réduit parce que parce que la science occupe de plus en plus de place. Et je pense que la plupart des philosophes, en tout cas en qui je me reconnais, ne regrettent pas du tout cet état de fait. C'est-à-dire que le fait que la science puisse, que différentes branches des sciences puissent s'intéresser à traiter de plus en plus de champs est plutôt une excellente nouvelle. Et euh, en gros, parce que du coup, d'après ce qui ressort de ma définition de la philosophie de tout à l'heure, c'est que en gros, au départ, la philosophie s'occupe de tout, puis petit à petit, son champ se réduit à mesure que des sciences émergent suite justement aux efforts des philosophes notamment. Et donc son champ se réduit de plus en plus. Donc quelque part, c'est une évolution assez logique. Hmm. Et dans ce qui reste à la philosophie, des choses qui relèvent par exemple de la philosophie morale ou autres, qui sont donc des questions assez importantes, je pense que la philosophie contemporaine est tout à fait intéressante enfin, j'ai pas du tout le sentiment de vivre à une époque où on fait
plus de philosophie, quoi. Enfin, c'est vraiment pas connaître la philosophie contemporaine que de dire ça. Non, au contraire, il se fait beaucoup de philosophie. J'ai plutôt le sentiment, au contraire, à chaque fois quand j'aborde un sujet, de me dire, mince, il y a toute une littérature sur ça, comment je fais pour, pour m'y retrouver là-dedans. C'est plutôt le contraire, quoi. Ça serait plus simple dans mon travail si justement je me disais que la philosophie ne fait pas de progrès, qu'il suffit d'avoir lu les quelques grands noms et c'est bon. Ça, c'est beaucoup plus simple. On se pose, on aurait beaucoup moins de travail. Malheureusement, en fait, quand j'aborde une question, bah, il y a toute une littérature souvent assez récente dessus. Et il faut que j'arrive à l'explorer au moins dans les grandes lignes pour pouvoir ne pas dire n'importe quoi. Donc voilà, mais c'est sûr, c'est peut-être moins des grands noms. Je pense que aussi le travail de la philosophie est devenu beaucoup plus collectif, beaucoup moins l'affaire de grands noms. Mais c'est vrai en science aussi. C'est-à-dire que on n'est plus à une époque où un scientifique tout seul dans son coin est capable de révolutionner la science. Enfin, un champ, c'est voué à arriver de plus en plus rarement parce que les, 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 les choses assez faciles à trouver, enfin assez faciles entre guillemets, ont déjà été trouvées, quoi. Et tu penses qu'à terme, même quelque chose comme la philosophie morale, par exemple, pourrait devenir une science? Je pense qu'on peut avoir... Il n'y a pas, en fait, il y a pas un moment bien précis. Genre, il y a quelques exemples dans l'histoire des sciences où il va y avoir un moment assez précis où tu peux dire, bon, bah, là, voilà, ça commence et ça devient une science. Mais en fait, ça se passe jamais vraiment comme ça. Donc, par exemple, le fait d'utiliser de plus en plus de méthodes expérimentales, moi j'aime beaucoup la philosophie expérimentale, notamment parce que je peux mener des expériences de philosophie expérimentale sur ma chaîne. Donc en gros, la philosophie expérimentale, c'est réfléchir en se basant notamment sur en faisant passer des questionnaires de psychologie en fait. Donc typiquement, tu poses des questions qui ont trait à la philosophie morale. Mais bon, t'en fais des questionnaires, donc c'est plutôt de la psychologie, plutôt ce genre de méthodologie. Et tu utilises ça. Alors il y a différentes façons d'utiliser, hein. L'idée c'est pas juste de simplement, genre l'avis du plus grand nombre, c'est la vérité. C'est pas du tout ça. C'est plus complexe que ça. Mais tu vas te baser sur des résultats expérimentaux de psychologie pour réfléchir à des questions de philosophie morale. Ce que je fais beaucoup sur ma chaîne ou d'autres domaines. Ouais, dans cette mesure-là, je pense qu'il y a déjà quelque chose d'un peu poreux entre la science et la philosophie. Mais en fait, je pense que la plupart des philosophes se soucient assez peu de savoir si ce qu'ils font relève de la philosophie ou de telles branches des sciences connexes, quoi. Souvent, on est toujours assez proche d'une certaine science. Quand je sais pas, si tu fais de la philosophie de l'esprit, t'es pas très loin. Tu vas te baser sur des résultats de neurosciences, tu vas te baser sur des résultats voilà, de sciences cognitives. Et donc, la plupart des philosophes se soucient pas vraiment de savoir si ce qu'ils font, c'est purement de la philosophie. Ouais, je vois. Et il y a souvent un critère aussi qui est donné pour dire que quelque chose justement est scientifique ou ne l'est pas. C'est le critère de réfutabilité, dans le sens où si on peut prouver une chose, enfin prouver que la chose, on peut réfuter quelque chose, c'est de la science. Et si c'est pas le cas, qu'il n'y a aucun protocole qui permettrait de le réfuter, alors c'est pas de la science. Est-ce que toi, ça te paraît être un bon critère ou pas particulièrement? C'est compliqué, en fait, ça dépend du type d'affirmation qu'on fait. Typiquement, quand on fait des maths, enfin, tu peux pas. Tout ce qui est sciences formelles, ça marche pas du tout, par exemple. Ce genre de critères. Ou même quand tu fais des affirmations sur le passé de l'univers, c'est compliqué Ceci dit, en fait, c'est pas un si mauvais critère que ça, mais il faut le manier avec prudence. Moi, je pense que plus une question qui est peut-être plus large, mais plus intéressante, dès qu'on parle de quelque chose qui est empirique, qui est censé avoir un sens dans la réalité, c'est se demander, mais qu'est-ce qui doit avoir lieu dans le monde pour que ce que je dis est vrai? Je trouve que c'est une bonne heuristique à avoir en tête quand c'est souvent une façon de donner un sens à ce que tu dis. Et parfois la réponse c'est il y a rien qui change. Par exemple, si tout ce qui est philosophie morale, par exemple, si tu dis qu'il est mal de faire souffrir des enfants, je sais pas, inutilement, de façon totalement gratuite, par exemple. Disons, voilà, cette affirmation-là, si tu la tiens pour vraie, est-ce que ça change quelque chose dans le monde? Peut-être que effectivement la bonne réponse là, c'est de dire en fait non.
C'est pas quelque chose, parce que c'est pas empirique justement en l'occurrence. Et donc, mais c'est pas pour autant une affirmation qui, enfin, on peut quand même défendre que c'est vrai pour d'autres raisons, ça peut être. Mais voilà, c'est un réflexe intéressant à avoir en tête, ce serait ça, c'est se dire, quand je fais une affirmation, de se poser, est-ce que elle a une dimension empirique, et dans ce cas, ça doit changer quelque chose au monde si elle est vraie ou si elle est fausse, et quel est l'aspect du monde que ça change, quoi. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir financièrement en passant par les liens en description. Vous participerez ainsi à rendre accessible au plus grand nombre des sujets pourtant complexes et méconnus. Chacun de vos dons me permettra de vous proposer les contenus les plus qualitatifs possibles. Merci d'avance de votre soutien. Et puis, on parlait de philosophie morale, justement. J'ai l'impression qu'une des plus grandes branches de la philosophie morale, c'est l'utilitarisme. Et même encore plus, genre l'utilitarisme hédoniste, où vraiment le bien, ça serait maximiser les expériences agréables, positives, et essayer de diminuer au maximum les expériences désagréables et négatives. Est-ce que toi, tu pourrais te définir comme utilitariste et ouais, qu'est-ce que tu penses de l'utilitarisme? Je pense pas que ce soit l'approche la plus dominante aujourd'hui. Genre, si on fait un sondage auprès des philosophes, je pense pas qu'il y ait une majorité, même relative, d'utilitaristes, en particulier d'utilitaristes hédonistes. Okay. Je pense que c'est plus. D'ailleurs, il y a des sondages qui ont été faits. Il y a un sondage qui s'appelle le Phil Paper Survey, qui a été fait en 2022, un truc comme ça. Et je crois que tu dois avoir une question qui relève de ça. Et c'était relativement partagé. Il y avait des conséquentialistes. Déjà, ils disent pas, ils diraient pas utilitaristes, ils diraient plutôt conséquentialistes, c'est-à-dire de façon plus générale, l'idée que ce qui fait la valeur morale d'une action est lié aux conséquences de cette action. Pas forcément juste son. Enfin, c'est très vague, conséquence, quoi. C'est pas forcément juste sur la notion de bonheur. Et puis en plus, même parmi les utilitaristes, tout le monde serait pas d'accord pour réduire ça à la dimension plaisir, souffrance. Tu peux avoir des utilitaristes, des préférences. Si je devais, si je devais être utilitariste, ou en tout cas conséquentialiste, je serais plus du côté de l'utilitarisme des préférences que celui de... Donc avec l'idée que, en gros, ce qui est fondamentalement bien, c'est la satisfaction des préférences. Et ensuite... Même si du coup, quelqu'un préfère quelque chose qui va le faire souffrir. C'est surtout ça qui distingue les deux. Par exemple, ouais. Mais disons, même c'est une notion qui me paraît plus générale, c'est-à-dire que la notion de préférence me semble plus adéquate. Mais j'ai du mal à me définir. Je pense que je suis plutôt du côté conséquentialiste et ce serait peut-être ça le point de vue avec lequel je me sens le plus proche. Certains utilitarisent des préférences. Mais je suis très circonspect sur mes propres capacités à bien comprendre tout ça. C'est compliqué, la philosophie morale. Et en fait, il y a aussi ce truc-là que n'importe quel système de philosophie morale, quand tu le pousses vraiment, quand tu en fais ton système, te pousse à des conséquences qui sont absurdes. Et donc, il faut surtout être humble vis-à-vis de ça. Et je pense qu'il ne faut pas pousser les choses trop loin parfois en philosophie morale. Ouais, parce que typiquement, il y a quelques années, tu avais fait une conférence sur les super intelligences artificielles, donc des intelligences artificielles qui seraient des ordres de grandeur supérieurs à l'humanité en plus ou moins tout, et tu avais dit notamment que implémenter en fait l'utilitarisme dans une de ces super intelligences serait une des pires choses qu'on puisse faire. Est-ce que tu pourrais développer un peu ce point de vue? C'était plus si tu lui donnes comme objectif vraiment maximise le bonheur de l'humanité. En fait, c'était vraiment à l'époque où on se faisait souvent la réflexion qu'il y a des façons assez perverses de réaliser des objectifs qui ont l'air très bons. Typiquement, je sais pas, tu dis à une machine rends-moi très heureux et voilà, et cette machine réalise cette tâche en t'attachant à un lit et en te bourrant de drogue qui te met dans un état d'euphorie perpétuelle. Techniquement, elle a réalisé l'objectif, mais c'était pas vraiment ce que j'avais en tête. Donc c'était plus lié à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'utilitarisme c'est typiquement une philosophie morale qui pourrait poser ce genre de problème, enfin à l'échelle de tous, quoi. Donc c'était plus dans ce sens-là. Je pense que je l'ai dit, j'ai pas en tête le moment où j'ai dit ça, mais ça me paraît être le plus probable. Et effectivement, on peut avoir ce type de souci-là avec
Et puis, bon, de façon générale, l'utilitarisme est assez connu pour plein de conséquences très bizarres, plein de conséquences assez contre-intuitives. On va voir le problème. Le problème qui intéresse beaucoup les long-termistes, ce qui est de la conclusion répugnante. En gros, si tu dois juste maximiser le bonheur, peut-être qu'il y aurait une solution qui consisterait à avoir une immense population de personnes qui ont une vie qui est tout juste digne d'être vécue, genre très légèrement positive. Genre à la limite de ce qu'il faudrait pour que ce soit négatif, mais juste c'est tellement immense que quand tu fais la somme, c'est positif. Et c'est immense. Donc voilà, ce genre de problème assez classique. Donc l'utilitarisme est vraiment connu pour... en fait, comme c'est une théorie morale qui est assez précise en un sens, ça permet de faire des prédictions très précises de ce qui est préférable ou non dans telle ou telle situation. Et donc ça permet de formuler des contre-exemples très élaborés. Et donc c'est pour ça qu'on s'amuse beaucoup avec l'utilitarisme de ce genre de conséquences contre-intuitives. Donc tu peux toujours pousser les trucs à un niveau bizarre. Mais... donc il y a une autre approche qui est plutôt, disons, l'approche déontologique. C'est classique d'opposer ça, et qui n'est pas, qui pour le coup a presque le défaut un peu inverse, qui est que c'est souvent pas très précis en fait. Et c'est difficile de savoir comment tu pourrais vraiment comment ça pourrait vraiment guider l'action humaine à très large échelle. Ouais, quand on réfléchit à une expérience de pensée particulière, c'est vrai que généralement l'utilitarisme a une réponse, là où en déontologisme, des fois on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faudrait faire, quoi. Parfois, elle peut avoir quand même ça va tendance à être difficile à appliquer souvent. Ouais. Donc, ou alors ça va être des recommandations très négatives du type n'agis pas, quoi. Du coup, oui, je me posais une question aussi parce que il me semble qu'à un moment, tu étais plus ou moins proche d'un mouvement qu'on appelle l'altruisme efficace, qui en gros essaye à partir d'une quantité de ressources limitées qu'on a, du temps, de l'argent, etc., de répartir au mieux ce temps, cet argent à travers des dons, à travers notre carrière, pour essayer de faire le plus de bien possible à quelque part dans le monde. Et il me semble qu'avant, notamment lorsque tu faisais le podcast Axiom avec Lé de la chaîne YouTube Science for All, ou même sur ta chaîne, etc., tu as parlé un petit peu de ça, et tu avais l'air assez intéressé. Aujourd'hui, tu n'en parles plus trop. Et donc, je me demandais comment a un peu évolué ton point de vue sur ce mouvement. Est-ce qu'il y a eu des grandes évolutions, pas particulièrement, et qu'est-ce que tu en penses ? Alors, j'ai jamais été vraiment, j'ai jamais été membre de l'altruisme efficace ou autre, contrairement à Lé qui lui a vraiment, s'est vraiment investi là-dedans. Moi, ça m'a toujours intéressé plus d'un point de vue assez intellectuel. En fait, il y a plusieurs choses différentes dans l'altruisme efficace. Pour moi, il y a le mouvement en lui-même, avec ses figures, etc. Donc vraiment l'altruisme efficace en tant qu'institution. Et et puis sinon, il y a vraiment le fondement philosophique de ce qu'on appelle l'altruisme efficace. Moi, c'est plutôt cet aspect-là qui m'intéressait. Et puis, il y a aussi un truc un peu intermédiaire qui est les conséquences pratiques qu'on tire de ce fondement philosophique. Donc voilà, il y a un peu ces trois trucs. Donc pour moi, c'est plutôt le premier et un petit peu le deuxième. Et après, le troisième, bon, effectivement, il y a eu plein d'histoires et c'est un mouvement qui a l'air assez... en tant qu'institution, vraiment, c'est un petit peu... Il y a eu des choses pas très propres, quoi, avec notamment, j'ai oublié là comment il s'appelle. Sam Beckman-Fried, ouais. Ce genre de choses. Donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment ce point de départ. Et je pense qu'il y a deux choses dans l'altruisme efficace. Il y a vraiment deux thèses fondamentales. La première, c'est de dire, si tu vis confortablement, tu as le devoir moral de consacrer une part très très substantielle de tes ressources. Ressources, ça peut être financière, ça peut être du temps, ça peut être ce que tu veux, enfin en tout cas de ce dont tu disposes. En gros, tout ce que tu peux sacrifier sans sacrifier de façon importante ton confort, tu dois le sacrifier pour les autres, pour améliorer le monde. Je ne dis pas forcément faire des dons ou autre. Après, ça c'est une deuxième question. Mais le premier point important, c'est vraiment ça. C'est un truc qui te dit tu as une obligation de sacrifier une bonne partie de ce que tu as comme ressource, tant que ça ne met pas en péril ton confort, pour les autres.
donc c'est notamment mis en exergue. Moi, quand j'avais vu brièvement Peter Singer sur scène dans un événement, c'était assez fou. Je lui avais demandé de raconter l'expérience de pensée de la Bugatti parce que je trouve que c'est celle-ci qui met le mieux en scène cet aspect-là des choses et qui pour moi est vraiment le côté assez révolutionnaire de l'altruisme efficace. Et c'est pas celui dont on parle le plus. D'ailleurs, quand tu l'as présenté, t'as pas du tout mis ça en avant. Alors pour moi, c'est vraiment ça le truc le plus fou et le plus intellectuellement perturbant de l'altruisme efficace. C'est vraiment de te dire, tu dois sacrifier mais énormément c'est pas juste 10% de ce que... ça dépend un petit peu dans quelle mesure tu vis dans le confort ou pas, mais cette idée-là, c'est une part très très importante de ce que tu possèdes comme ressource, comme chose que tu peux sacrifier sans tomber, sans devenir très malheureux, quoi. Et c'est vraiment des arguments, je ne vais pas rentrer là-dedans, vous pouvez aller voir l'argument de la Bugatti de Peter Singer, notamment, il est assez amusant, il y en a plein d'autres. L'argument vraiment classique, c'est l'argument de l'enfant qui se noie, où il dit, voilà, si vous êtes prêt à sacrifier vos chaussures pour sauver un enfant qui se noie, sachez que vous avez toujours ce choix à faire à tout moment, en gros. Et donc voilà, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect aussi, c'est de dire, il y a des façons plus ou moins... une fois admis le fait que tu dois donner une partie de tes ressources pour les autres, quel est le meilleur usage de ces ressources pour aider les autres. Et ça, c'est le truc vraiment connu de l'altruisme efficace, qui est de vraiment rationaliser ce truc-là en se disant il faut faire en quelque sorte des sortes d'analyse coût-bénéfice pour chaque action charitable que tu feras. Ça peut être notamment savoir où diriger le mieux les dons que tu ferais, mais aussi comment consacrer du temps à ta carrière pour qu'elle soit utile, etc. Voilà, donc ça, déjà ce deuxième aspect-là m'a toujours un peu moins intéressé que le premier. Je trouve que les arguments qui relèvent du premier sont vraiment les plus intéressants et les plus perturbants, j'ai envie de dire, parce qu'en vrai, c'est vraiment très contre-intuitif, ça. Et c'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je me suis jamais senti si proche de l'altruisme efficace, c'est qu'en fait, quand tu comprends vraiment le premier argument, tu te rends compte à quel point ça te demande des choses, mais voilà, en toute honnêteté, je suis pas prêt à faire, quoi, parce que c'est extrêmement, c'est vraiment une éthique extrêmement exigeante, quoi. Il y a un peu l'aspect où si tu veux vraiment être altruiste efficace et appliquer la philosophie à 100%, tu dois faire ça, mais tu peux aussi... j'ai l'impression de le voir d'un côté un peu plus chill, dans le sens où si tu te dis juste, bah tiens, j'ai du temps libre, comment est-ce que je pourrais investir ce temps libre au mieux pour être efficace, ou bien j'ai un certain montant de côté, est-ce que ça vaut mieux la peine de donner à une association locale ou bien à une autre, c'est même des réflexions qu'on peut avoir au quotidien, oui. Et du coup là c'est un aspect un peu ça, plus beaucoup chill, plus chill, disons, plus agréable. Et je pense mais ils sont assez conscients du fait que l'altruisme efficace repose sur une prémisse qui est difficile à entendre, et donc souvent ils mettent pas l'accent sur celle-ci, justement parce que, je sais pas à quel point c'est conscient de leur part ou pas, parce qu'ils se rendent compte à quel point ça peut rebuter. L'argument de l'enfant qui se noie, l'argument de la Bugatti, ce genre de truc, c'est des arguments. Là, je cite 2 arguments de Singer, mais en fait, il y a eu des sources aussi chez Derek Parfit et chez, j'ai oublié le nom, un type qui s'appelle Unger, je crois. Enfin bref. Donc, mais c'était plus des arguments. Enfin, c'était vraiment ce côté-là qui était très important chez eux. Et donc après, l'autre aspect, effectivement, réfléchir à comment utiliser le mieux. Est-ce qu'il vaut mieux acheter des moustiquaires ou réfléchir des programmes contre les pandémies, voilà, ce genre de choses. Et effectivement, les questions long-termistes ou pas, enfin bref. Et du coup, toi, ton avis un peu sur la philosophie ou le mouvement, est-ce que ça a quand même un peu évolué ces dernières années ou même pas particulièrement ? Le mouvement je trouvais ça chouette qu'il y ait un mouvement qui se développe vraiment autour de ces idées-là, et j'avoue que ce qu'il est devenu est un petit peu triste, en particulier les trucs de Sam, j'ai oublié son nom. Sam Bankman-Fried, qui du coup avait une sorte de fonds en crypto-monnaie, enfin un exchange, et il a fait un peu des trucs d'arnaque, mais son but c'était de faire beaucoup d'argent pour pouvoir le donner à des causes particulièrement efficaces, quoi. C'est ce qu'il disait au départ. Après, on dirait qu'il y a vraiment eu un shift dans ses valeurs, ouais, donc voilà, mais je suis vraiment beaucoup moins intéressé par ce côté-là, mais voilà, je trouve que l'altruisme efficace en tant que le fondement philosophique et tout ça reste hyper intéressant et hyper. Moi,
voilà. Et je pense que la plupart des gens qui sont dans ces mouvements-là, normaux, si j'ose dire, sont animés des meilleures intentions, et je trouve ça admirable. Mais voilà, donc non, ça reste un truc intéressant. Mais par exemple, le livre L'altruisme efficace dont on parlait, parce qu'il y a un livre de Singer qui s'appelle L'altruisme efficace, il me semble, je sais pas si c'est le titre en anglais, mais ça a été publié comme ça en français. C'était de ça dont on parlait avec Léa à l'époque, parce que je trouve que c'était publié à ce moment-là. Il y a vraiment ce côté-là où tout l'aspect... en fait, c'est vraiment un livre qui essaye d'être très feel-good sur l'altruisme efficace. Je pense qu'il est stratégiquement une bonne chose, mais et qui met un peu de côté le fait que... en fait, les fondements philosophiques du truc sont beaucoup plus exigeants que ce qui apparaît. Ouais. Et moi, j'aime bien parler du côté des arguments vraiment exigeants qui mettent mal à l'aise, quoi. Qui vraiment, c'est plus ce côté-là qui me plaît. Et un autre aspect qui du coup est assez proche et que tu as mentionné, c'est ce qu'on appelle le long-termisme. D'ailleurs, tu as récemment fait une sorte de discussion comme ça sur la chaîne du Vortex là-dessus qui était assez intéressante, que j'encourage les gens à aller voir. Et du coup, ouais, est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce qu'est le long-termisme et puis là aussi donner un peu ton avis là-dessus, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je l'ai un peu fait en simili direct sur le Vortex, ce qui était un exercice pas évident parce que, pareil, c'est un peu pareil, c'est que je pense que les fondements philosophiques sont hyper intéressants. Et puis après, ce que devient le long-termisme en tant qu'institution, pour le coup, ça recoupe un petit peu l'altruisme efficace, ça peut être... c'est moins... C'est discutable. C'est beaucoup plus discutable. Mais le fond de l'argument, c'est de dire, en fait, les personnes qui existent dans un futur très éloigné sont importants moralement aussi. Peut-être pas autant, je ne sais pas, ça peut se discuter, mais en tout cas, ce ne sont pas indifférents moralement. Genre, je prenais l'exemple de si tu peux garantir à toutes les personnes actuelles et qui vont vivre dans quelques générations un bonheur, vraiment une prospérité parfaite. Par contre, derrière, c'est l'extinction assurée de toute l'humanité. Tu aurais le sentiment quand même que c'est problématique de faire ça, même si ça concerne absolument personne qui existe aujourd'hui, ni qui existera dans un futur proche. Donc, les personnes éloignées, très éloignées dans le futur, comptent quand même moralement, ne sont pas indifférentes, et il y a un potentiel énorme de nombre de personnes concernées, parce que selon ce qui va se passer dans les prochains siècles, enfin, jusqu'à ce qu'elles arrivent, il peut y en exister des nombres astronomiques. Et comme par ailleurs aussi, quand quelque chose est important moralement, le fait que ce soit multiplié par un nombre astronomique est important aussi. Hein, faut vraiment ne pas être du tout... Enfin, si tu acceptes un tout petit peu des prémices conséquentialistes, ça paraît assez raisonnable de dire ça. Voilà, un truc qui va toucher une personne, c'est moins grave que la même chose qui touche 1 milliard de personnes. Donc, quand tu mets ces deux choses-là ensemble, et quand tu ajoutes l'idée que certaines des choses qu'on fait aujourd'hui peuvent avoir effectivement un impact sur ces différents futurs possibles, t'obtiens... c'est difficile de pas arriver à une conclusion qui est que les choix qu'on fait et la mesure dans laquelle ça impacte ces futurs, ces personnes qui vont exister dans un futur très éloigné sont importants. Après, la critique, c'est de dire dans quelle mesure on peut vraiment diriger les choses vers tel futur plutôt que tel autre. Peut-être qu'en fait, nos moyens d'action sont extrêmement limités. Une bonne part des arguments, je suis pas du tout expert du long-termisme, j'ai pas plongé dans ce truc-là, mais si j'ai bien compris, une bonne part des arguments, notamment, consiste à essayer de souligner ça, de dire qu'en fait, si on a une certaine... voilà, c'est de l'ordre d'augmenter une probabilité ou diminuer une probabilité. Hein. On n'est pas sur du certain, mais oui, on a un certain pouvoir d'orienter les choses dans un sens ou l'autre dès aujourd'hui. Et alors après, l'autre question, c'est de savoir à quel point, une fois que tu acceptes ça, à quel point ce truc-là, ce critère-là est important par rapport à des critères plus court-termistes qui concernent juste notre génération, la suivante, etc. Et voilà, des long-termistes hardcore pourraient soutenir que en fait, la seule chose vraiment importante moralement, ce serait notre capacité à influencer les choses, à influencer les choses pour ce futur très éloigné. D'autres plus raisonnables, c'est simplement de dire il faut en tenir compte davantage que la façon dont on en tient compte aujourd'hui, ce qui est probablement une position plus raisonnable. Donc voilà, moi, je m'y intéresse pas plus que ça. Je sais que c'est un sujet quand même c'est un sujet qu'on m'a énormément réclamé. Ok. Vraiment, très régulièrement, j'ai dans mes DM quelqu'un qui me dit tiens, j'ai vu ça, est-ce que tu devrais pas en faire une vidéo? On doit sentir que c'est un sujet qui irait bien sur ma chaîne. Effectivement, c'est un sujet
que je connais, dont je peux un peu parler. Ça pourrait faire une chouette vidéo. Il y a ce côté aussi, bon bah, le problème c'est que c'est un peu associé à Musk, à tous ces trucs-là, et ça m'embête euh, voilà, c'est du déshonneur par association, ça n'a pas de raison voilà, ça devrait pas m'empêcher, mais de fait, il y a plein de sujets à traiter, et c'est long de traiter des sujets. Donc. Ouais, le problème, c'est un peu que du coup, ouais, il y a des gens qui vont un peu se réclamer de cette philosophie pour faire des trucs qui, en réalité, selon les philosophes de cette philosophie, seraient complètement débiles, en fait. Oui, C'est ça exactement. aussi. Et essayer de viser, de s'installer sur Mars, je pensais pas du tout un projet long-termiste. Hein. C'est juste, c'était juste sa marotte, c'est tout. Ouais. Et moi, en tout cas, un truc que j'avais trouvé trop intéressant dans cette philosophie, vu que je m'intéresse beaucoup notamment à l'intelligence artificielle, c'est l'aspect que si par exemple il y a une IA qui vient à faire l'extinction complète de l'humanité, ou bien la même chose par exemple avec des pandémies extrêmement violentes ou des guerres nucléaires, etc. En fait, c'est déjà un peu une catastrophe morale pour les gens qui sont actuellement vivants, mais en fait, ça fait aussi que tous les potentiels futurs humains et futurs êtres vivants qui auraient pu arriver dans le futur et vivre des vies qui valent la peine d'être vécues. Et potentiellement, si tu imagines ça sur du très très long terme, ça peut vraiment faire des milliards et des quintillions de milliards, je sais pas, d'êtres différents. En fait, eux, ils sont aussi impactés par cette chose. Et donc, c'est d'autant plus grave, en fait. L'extinction de l'humanité, c'est un truc encore pire à quelque part que ce à quoi on peut juste penser directement. Oui, c'est pas juste un tort pour les personnes éteintes à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et l'idée que ce serait un tort vis-à-vis du potentiel. Mais je comprends, d'un point de vue moral, c'est toujours un peu compliqué de justifier ces torts causés à des êtres qui n'existent pas, et qui ne vont pas exister du coup. En même temps, par exemple, j'ai l'impression que quand on regarde des discours un peu écolo, par exemple, écologistes, c'est un truc qu'on va assez facilement admettre, genre oui, il faut protéger la Terre pour les générations suivantes ou comme ça, ou même des actions Enfin, on accepterait même de, par exemple, je sais pas, ne pas rouler en SUV ou ne pas manger trop de viande ou quoi, pour permettre en fait à des générations futures d'avoir une terre plus habitable, parce qu'on sent qu'on a une sorte de devoir de faire ça pour les générations futures. Et le truc, c'est jusqu'à quel point tu vas dans le futur aussi et voilà, quelle conclusion t'en prends. Mais il y a quand même un truc un peu intuitif où quand même, il n'y a pas que les gens actuels qui comptent, quoi. Bah oui, non, je pense que c'est très intuitif de se soucier des générations futures. C'est un truc qui est très présent dans le discours. Alors après, on peut avoir l'impression que c'est juste parce que ça va être la génération de nos enfants, on a un certain rapport direct avec eux. C'est pour ça, dans mon expérience de pensée, je disais on assurer la prospérité sur notre génération et les quelques générations qui suivent, pour histoire de limiter ce biais-là. Mais je pense qu'effectivement, il y a rien de moralement bizarre de se soucier des personnes qui vont exister dans un futur éloigné. Mais, enfin, en tout cas, à première vue. Mais après, c'est compliqué à justifier, en vrai. C'est parce qu'on a, notamment, si tu analyses les choses sous l'angle du tort causé, c'est difficile de dire que tu causes du tort à des êtres qui n'existent pas. Et c'est un truc dont je parlais, notamment j'ai fait une vidéo sur l'antinatalisme, et plein de questions autour de l'antinatalisme concernent ça, sur savoir à quel point est-ce que tu causes du tort à un enfant que tu ne fais pas naître. Et l'idée, c'est que non, et que c'est avantageux parce que par rapport au fait de faire naître un enfant, où là, tu es assuré de lui causer éventuellement du tort. Donc, c'est pour ça que c'est plus prudent de ne pas faire naître. Donc, je résume vraiment très très rapidement l'argument d'antinataliste classique. Mais donc voilà, c'est ces questions-là autour du tort qu'on cause ou non, en fonction du statut existant ou non des êtres à qui on les cause, est complexe. Ouais, bien sûr. Et un truc que j'avais trouvé très intéressant aussi, c'est cet aspect de dire que nous, quand on regarde dans notre passé, il y a plein de choses qu'on trouve absolument immorales, où on se dit vraiment, genre, les êtres humains du passé, c'est horrible ce qu'ils ont fait. Et je trouve vraiment intéressant, genre, de bouger le curseur et se dire, les générations futures, qu'est-ce qu'ils considéreront actuellement
comment est-ce qu'ils considéreront actuellement ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a Mm. des choses qu'on fait actuellement qu'ils considéreront comme profondément immorales? Et donc, je me demandais, bah, toi, si tu avais genre des idées de qu'est-ce qu'ils pourraient considérer comme immoral, quoi. Ouais, bah moi je trouve que c'est une super question. J'adore poser ce genre de questions. Je suis souvent plutôt dans la position de quelqu'un qui pose la question d'ailleurs. Je pense vraiment que c'est une question qui est très marrante à poser à plein de gens différents. Ou à l'inverse, il y a des choses qu'on considère comme sur lesquelles on est très sensible moralement, et peut-être que les générations futures ne. En fait, c'est Ouais. même presque sûr, parce que si, encore une fois, tu te plonges dans n'importe quelle époque passée, tu trouves les deux. Tu trouves des choses qui passent tout à fait naturelles et morales aux yeux, aux yeux des gens de l'époque, et au contraire des choses qui les choquent beaucoup. Je prends l'exemple de la masturbation à l'époque de Kant. Kant était très choqué par la masturbation, qui est considérée comme un des pires crimes, et en même temps, il n'était pas spécialement choqué par l'esclavage, typiquement. Ouais. Voilà, exemple assez simple. Donc, bon, il y a un truc qui est assez commun, ce qui est la façon dont on traite les animaux aujourd'hui. Ça, je suis à peu près persuadé, mais le shift est presque en train de se faire à notre époque, j'ai l'impression. Enfin, pas de façon aussi large et aussi rapide que je le souhaiterais, mais tout de même. Donc, oui, je pense que les images d'abattoirs vont choquer les générations futures. On se dirait, mais c'était hallucinant, genre les gens savaient que ça se passait comme ça et ils étaient OK avec ça. Donc, je pense que voilà, ça c'est la réponse vraiment très facile. Euh, Et répondre à l'autre question, de savoir les trucs qui choquent aujourd'hui moralement, mais qui ne choqueront plus à l'avenir, ça par contre c'est extrêmement difficile d'y répondre, parce que si, si je prends un exemple, si l'exemple est bon, c'est par définition un exemple pour lequel on peut se faire incendier, quoi. Après, Ouais, encore bien une sûr. fois, on peut le dire tout en disant je partage l'indignation morale, mais je pense que c'est pas une indignation morale qui va survivre. Mm. Je pense que c'est une indignation morale qui va disparaître. Donc, je sais pas, faudrait que je réfléchisse, mais je pense qu'il y a des exemples de trucs où tu te dis, ouais, cette indignation-là morale qui est très, très, très largement partagée, finalement, il y a des chances qu'elle soit similaire à celle que vis-à-vis vis-à-vis de l'homosexualité ou ce genre de choses. Tu vois, typiquement, pendant très longtemps, c'était vraiment euh, très, très normal d'être indigné moralement par l'homosexualité. Puis ça a très largement disparu dans de larges parts du monde. Et donc, je pense que ça ne fera qu'aller dans ce sens-là. Mm. Et Mais clairement, c'est beaucoup plus difficile de donner ces l'exercice est très exemples difficile. parce Parce qu'au que... contraire, tu vois, genre, je dis des trucs chez les animaux, au contraire, je peux me mettre dans une posture morale. Mais Ouais, à l'inverse, le truc inverse, tu dis tel truc là, tout le monde est choqué par ça. Et moi, je pense que dans 200 ans, personne ne sera plus choqué par ça. Après, moi, je suis choqué, hein, mais ouais, je vois, je vois. c'est compliqué. Et du coup, bah, pour reprendre la question inverse, en plus de la façon dont on traite les animaux, t'as d'autres idées, genre de trucs qu'ils considéreront comme immoraux? Euh, Ouais, j'avais pris un exemple dans une de mes vidéos, c'est dans les trucs que j'ai déjà fait, sur la façon dont on transmet le nom du père quasi systématiquement dans la société. Ah ouais. Et je trouve que c'était un bon exemple parce que pour le coup, c'est presque en désaccord avec des valeurs morales qu'on a déjà. Et c'est presque une sorte de dissonance vis-à-vis de, de, de nos valeurs morales déjà actuelles. Donc, clairement, cette dissonance-là aurait de fortes chances de ne faire que s'accentuer, quoi. Mais là, tu me prends un peu de court, mais ça mériterait. Mais j'avais presque envie de faire une série de vidéos autour de ça, euh, parce que je trouve que c'est des questions chouettes, même si ça peut être des questions qui mettent un peu mal à l'aise. Ouais, clairement. Et- ouais. Et ouais, et sinon, aussi, je sais pas si t'en avais déjà parlé en vidéo, mais en tout cas, t'en avais parlé dans des podcasts Axiom, justement, avec les de Science for All, tout l'aspect qui tourne autour du transhumanisme, Mm. genre améliorer la biologie de l'humain grâce à la science et à la technologie. Et bah voilà, là aussi, je me demandais, genre, à quel point est-ce que tu te définirais comme transhumaniste ou pas? Alors, pas du tout, mais après, c'est pareil, c'est que je trouve que c'est des questions où les points de départ sont intéressants, ça soulève. Les arguments autour de ça sont chouettes à observer. En fait, moi, j'ai du mal à me reconnaître dans une position quelconque et à me Ouais. définir comme
truc isme. Donc, de façon générale, j'aime pas trop ça. Mais oui, il y a des choses. Je veux dire, Mais il me semble que tu avais dit des trucs, notamment sur le vieillissement et tout ça. Ouais, Sur l'aspect que pour toi, ça te semblait quand même un peu absurde. Peut-être qu'un des trucs qui choqueront moralement, c'est à quel point on ne s'est pas soucié tant que ça de lutter contre le vieillissement en tant que maladie. Vraiment de l'avoir si longtemps considéré comme un truc qui arrive. Un truc qui aggrave toutes les autres maladies, mais qui arrive. On va pas chercher spécialement à travailler contre, parce que c'est tout, on vieillit et on meurt, c'est comme ça. Peut-être que rétrospectivement, on se dira, c'est bizarre, on avait clairement déjà la possibilité de travailler sur ces questions-là. Genre, on a je sais plus, je crois que les prenait l'exemple de il y a plus d'efforts de recherche sur la calvitie que sur c'est peut-être je sais pas à quel point c'est vrai mais ça serait pas si surprenant parce qu'il y a beaucoup de débouchés commerciaux pour lutter contre la calvitie ou même les crèmes anti-rides ou les trucs comme ça, tout ce qui est pour cacher qu'on est vieux en fait, mais pas trop pour réparer le fait qu'on soit vieux en soi. Ça serait ça serait pas surprenant que ça devienne un exemple de truc vraiment absurde à l'avenir. Les gens du 21e siècle faisaient beaucoup d'efforts pour cacher leurs rides et le fait qu'ils perdent leurs cheveux en vieillissant. Et par contre, l'idée de trouver vraiment un moyen de lutter contre le vieillissement lui-même, ça paraissait un petit peu fou et les gens, voilà, ça ressemblait un petit peu à des recherches très comment dire, faustiennes comme ça. Genre. Ouais. Et du coup, tu serais quand même assez pour genre qu'on fasse plus de recherches là-dessus. Oui, après je sais pas quel est le niveau actuel, mais j'ai pas l'impression qu'effectivement ce soit quelque chose de très priorisé. Donc ça pour comme le vieillissement, c'est clairement un facteur qui aggrave absolument toutes les autres maladies. Donc ça n'empêche pas de mourir, mais ça limiterait probablement si on était capable d'en limiter tel ou tel aspect. Ouais, c'est sûr, ce serait un gain assez assez important pour l'humanité. Après, à quel point c'est mais il semble y avoir vraiment des pistes de recherche, donc c'est possible. Pour raisonner en termes d'altruisme efficace, est-ce que c'est un sujet négligé? C'est possible. D'ailleurs, ça faisait partie des trucs qui étaient identifiés comme plutôt négligés par les altruistes efficaces. Donc, je pense que ouais, j'imagine que je suis d'accord, mais j'avoue que là, j'en parle sans avoir réétudié la question depuis longtemps. Donc, ouais, je vois. Et tu disais que tu te définissais un peu comme genre physicaliste, plutôt, enfin tu croyais quand même que genre la nature de la réalité c'était plus de la physique que d'autres qui peuvent croire d'autres choses. Et en fait, je me demandais à quel point aujourd'hui le fait de se définir justement comme physicaliste, c'est quelque chose qui peut être appuyé par des preuves, ou bien à quel point c'est juste bah moi je crois ça et quelqu'un d'autre il pourrait dire bah moi je crois l'inverse et finalement on n'a pas vraiment de quoi départager. Ah, oui, c'est vrai que je viens de dire à l'instant que je ne me définissais pas comme le truc en isme, mais je serais assez à l'aise avec l'idée que je suis plutôt physicaliste. Donc l'idée c'est de dire que c'est assez flou, mais en gros, c'est presque une thèse qui est plutôt négative en fait. C'est plus que je vais pas penser que, par exemple, il y a des propriétés, une âme ou ce genre de choses, et des propriétés mentales vraiment qui seraient irréductibles à des propriétés physiques. Je pense que, en fin de compte, voilà, ce qui nous fait penser, etc., c'est rien de plus que de la matière organisée d'une certaine façon. C'est plus ce genre de choses et voilà, et par défaut, je pense qu'effectivement, c'est l'attitude qu'on doit avoir face à n'importe quelle question, quoi. Ouais. Et est-ce que c'est quelque chose qui est justifié? Un truc intéressant, c'est que pendant très longtemps, ça paraissait très raisonnable d'être vitaliste, parce que le vivant est un phénomène très étrange. On peut peut-être définir vitaliste. Alors, vitaliste, c'est justement supposer que dans les êtres vivants, dans les choses comme... Je pense pas que cette plante soit vivante. Si, elle est vivante? Si, elle est vivante. Pardon, parce que je voyais Elle est vivante, celle aussi? Ah, voilà. Pardon. Donc cette plante, cet être vivant, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'au départ, c'est une petite graine, puis ça se développe, comme ça s'organise. C'est des processus qui se dirigent vers une certaine fin, voilà, et on voit pas quel est le mécanisme là-dedans. Il y en a pas. Au départ, c'est une graine, ça paraît minuscule. Ça paraît fou, quoi. Il faut quand même se rendre compte à quel point la vie est un phénomène extraordinaire, qui est très différent de tout le reste. La matière, tu lâches un caillou, il tombe, bah voilà, c'est beaucoup plus simple dans son comportement. Le comportement des êtres vivants est très étrange. Et donc, pour cette raison-là, une théorie qui était assez répandue, c'est de dire, il y a effectivement un élément, quelque chose de particulier, un élan vital qui
anime ces choses-là et qui n'est pas présent dans le reste de la matière, quoi. Euh, Ça paraissait un peu fou de soutenir le contraire, en un sens. Dire non, c'est juste des mécanismes, ils sont trop petits pour qu'on les voit, mais en fait, il y en a. Pour finir, aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire que ça paraît idiot d'être vitaliste encore aujourd'hui. On comprend les mécanismes qui sont sous-jacents, notamment, voilà, effectivement, il y a déjà dans la graine tout ce qu'il faut pour fabriquer la plante. On connaît le mécanisme, l'ADN, la façon dont ça va permettre le développement, etc. Pareil, enfin, pour tous les êtres vivants, on comprend, on s'est rendu compte que c'est le même mécanisme chez tous les êtres vivants. Ça aussi, c'est un truc assez fou. On a une compréhension suffisamment fine, alors pas de tout, forcément c'est quand même extrêmement complexe, mais de suffisamment de parties fondamentales du truc pour que, oui, on puisse se dire, effectivement, un être vivant, c'est un mécanisme physico-chimique très complexe, mais c'est juste un mécanisme, il n'y a pas besoin d'un truc supplémentaire. Donc de ce point de vue-là, on peut être physicaliste vis-à-vis du vivant et se dire, c'est bon, c'est expliqué par des phénomènes physiques. Et je pense que le fait qu'on ait pu le faire pour la vie est une... Voilà, et qu'est-ce qui reste ensuite, qui justifierait de ne pas être physicaliste? Des choses comme la conscience, etc. Je pense que de la même façon, ce qui nous rend conscients, c'est ce qui se passe dans notre cerveau. Et même si on ne comprend pas de façon très fine ces mécanismes-là, ça paraît raisonnable de partir de ce principe-là. Et au demeurant, alors, même si on n'est pas physicaliste d'un point de vue... vraiment, même si on n'a pas une foi physicaliste, si j'ose dire, c'est vraiment pas sous cet angle-là que je le considère, mais quelqu'un pourrait dire ça. Mais on pourrait au moins être physicaliste d'un point de vue méthodologique, au sens où c'est ce qu'il faut supposer. Si tu veux étudier la conscience, il me semble, tu dois supposer qu'elle émerge du cerveau. De la même façon que quand tu étais vitaliste, c'était une bonne façon de ne pas faire de recherche sur le vivant, en un sens. Parce que tu n'as rien à expliquer. Tu as un élan vital qui pousse la plante à se développer de telle façon. Et voilà, c'est pas une approche qui est très féconde, d'une certaine façon, d'un point de vue scientifique, que de supposer ça. Au contraire, il vaut mieux supposer qu'il y a des mécanismes qu'on va pouvoir expliquer. Et de fait, on a fini par les expliquer. Ouais, je vois. Voilà, donc au moins d'un point de vue méthodologique, j'ai pas de doute que l'approche expliquons ça en partant du principe que c'est avant tout un phénomène qui va se réduire ultimement à des causes physiques, quoi. Ça me paraît être sain comme approche. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a donc cette approche qu'on pourrait appeler une sorte de monisme physicaliste, genre il y a une seule chose et c'est la physique. Il y a aussi l'approche, comme tu disais, dualiste, en mode il y a un peu deux mondes, le monde de la physique et le monde de l'esprit ou de la conscience qui seraient différents. Et il y a à l'inverse une position genre, dont on parle assez peu, qui est un peu le monisme de l'esprit, donc l'inverse, genre tout serait esprit, tout serait conscience. Et finalement, en fait, je discutais notamment avec Maxime Fourne, qui est le cofondateur de l'association Posia. Et lui, il me disait en gros, je suis un peu moniste de l'esprit par défaut. J'ai l'impression que c'est l'hypothèse en fait la plus simple. Typiquement, si on prend un truc genre le rasoir d'Occam, ou qui dirait qu'il faut privilégier un peu l'hypothèse la plus simple, il me disait il a un raisonnement un peu en 4 points. C'est du coup qu'il faut privilégier les théories les plus simples, que l'expérience du monde est limitée, pour nous en tout cas, à des processus mentaux, et du coup que postuler une réalité indépendante de ces processus, ça complique la théorie, et donc qu'il n'y a que des processus mentaux, quoi. C'est un peu le truc le plus simple qu'il faudrait postuler. C'est une sorte de... Oui. Alors, il y a une autre position, ça s'appelle aussi le monisme neutre, qui dit, en fait, les entités fondamentales ne sont ni physiques ni mentales, mais elles ont des aspects physiques, des aspects mentaux. Ça s'appelle le monisme neutre, qui est défendu, je sais pas, par Russell notamment à une époque, en tout cas, je sais pas si c'est resté tout le temps. Alors je comprends l'argument, mais alors déjà en plus moi comme j'ai presque des tendances un petit peu illusionnistes, c'est-à-dire que j'ai tendance à me dire que peut-être que tout ce qu'on raconte à propos de la conscience phénoménale est en fait genre tout le côté un peu incommunicable, tous les aspects phénoménaux de l'expérience sont peut-être en fait, on se trompe peut-être à ce sujet-là. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est une position qui a une certaine séduction.
voilà, on peut remettre en question le premier point, parce qu'en gros, l'un de ses premiers points, non, le premier point c'était le rasoir de cam, alors le deuxième point qui est de dire, en fait, en gros, tout ce qu'on a accès, c'est à des contenus conscients dont on a un accès immédiat, etc. Bon, en gros, tout ce truc-là qui relève de la conscience phénoménale, donc c'est le truc le plus important à expliquer. Mais je pense que quand même, c'est un peu bizarre comme approche parce que ça suppose. En fait, l'avantage de supposer une réalité indépendante, c'est que ça simplifie quand même beaucoup les choses parce que euh, là, si on suit vraiment son raisonnement, ce à quoi il a accès, puisqu'il il dit nous. Mais en fait, c'est j'ai accès à des contenus conscients dont voilà qui m'arrivent immédiatement là. Et quand je m'endors, j'en ai plus. Quand je me réveille, j'en ai à nouveau. Il y a quand même quelque chose de plus simple de se dire en fait ces contenus conscients ils sont causés par une réalité sous-jacente qui existe indépendamment parce que si on pousse vraiment son truc au bout au moment où il meurt disons où il cesse d'avoir des contenus conscients qu'est-ce qui se passe de la réalité ou alors il inclut vraiment un nous il dit il y en a d'autres il y a d'autres êtres humains etc mais à ce moment-là comment il le sait ces êtres humains qui continuent d'exister indépendamment de lui quand il dort ben, en fait ils sont là parce qu'ils sont réels en fait parce qu'ils sont dans son enfin, en tout cas, une explication plus simple, dire de comment est-ce qu'il sait qu'il y a d'autres êtres humains qui ont des contenus conscients. Alors, je sais pas comment il veut formuler son truc. Soit il est vraiment, en gros, soit il est vraiment solipsiste. Et à ce moment-là, c'est quand même. Alors oui, c'est une hypothèse qui est très économe parce que tu supposes que tes propres contenus conscients et limite ils disparaissent au moment où tu cesses d'exister. D'ailleurs, même si t'es solipsiste, c'est aussi difficile de résister au fait d'être aussi présentiste, c'est-à-dire de dire en fait c'est ce qui existe là maintenant actuellement. Tout ce qui existait il y a 10 minutes, j'en ai peut-être un souvenir, mais c'est un souvenir que j'ai là maintenant. Donc tout ce qui existe en fait, c'est tout ce que j'ai besoin d'expliquer absolument, c'est le contenu conscient que j'ai là maintenant, rien de plus. Mm. Effectivement, tu as une théorie qui est très économe, mais c'est quand même une théorie un peu bizarre et un peu insatisfaisante parce que bon, on a l'impression qu'il y a quand même une continuité dans ces contenus conscients, etc. Que quand je m'endors, je me réveille, le monde n'a pas fondamentalement changé et c'est très bizarre d'imaginer qu'il a disparu. Donc, ou alors tu essaies d'inclure les autres êtres conscients dans ta théorie, mais à ce moment-là, en fait, bah, c'est pas très différent du fait d'inclure une réalité physique. Parce que les autres êtres conscients, tu les connais pas directement, tu les connais que parce que je vois ton corps qui est là, assis sur un fauteuil et qui me parle de ses expériences conscientes. Donc en fin de compte, bah, voilà, il me semble que tu as quand même besoin d'une réalité. Ouais. Voilà, c'est totalement improvisé cette réponse-là. Si tu me laissais le temps d'y réfléchir, je ferais un contre-argument meilleur, mais... C'est méga intéressant. Et sur cet aspect justement, genre nature de la réalité, il y a aussi, d'ailleurs tu t'en avais excellemment bien traité dans une vidéo, tout ce qui est l'hypothèse de la simulation, selon laquelle en fait, on serait justement, soit on vivrait dans une simulation, soit on serait nous-mêmes en fait des simulations. Et justement, je me demandais, toi, d'un point de vue individuel, est-ce que genre t'accordes une assez grande probabilité de possibilité de cette hypothèse ou bien pas vraiment? J'ai vu que Charlie Danger a fait une vidéo sur ça très récemment. Je l'ai pas regardé, mais la chaîne Les Revues du Monde Ouais. qui a fait une super vidéo. Ouais. Ouais. Et ma vidéo est super vieille. C'est genre je crois que c'est la deuxième vidéo de ma chaîne, un truc comme ça. Et en plus, à la fin, il y a un truc qui est pas très clair et que j'ai pas bien expliqué. Je m'en suis toujours un peu voulu. Enfin bref, ça mériterait peut-être une actualisation, je sais pas. L'argument, pareil, c'est un genre d'argument qui titille ton cerveau de façon amusante. J'ai pas réfléchi depuis assez longtemps. Peut-être que j'ai en tête des trucs autour de ça qui pourraient être amusants à faire. En soi, alors, un des trucs qu'il faut bien comprendre, c'est que j'ai juste regardé le début de la vidéo de Charlie Danger. Il y a un truc et en fait, c'est souvent présenté comme ça, c'est que si c'est une simulation, dans ce cas, il n'y a pas de réalité, etc. Genre, ce serait une position justement un petit peu dans le mode immatérialiste dont on parlait juste avant. Et en fait, c'est pas vraiment le cas. En fait, le fait d'être dans une simulation, ça change pas grand-chose au fait qu'il y a une réalité. C'est juste aller simuler. En fait, ce qu'on appelle ce qui est lié à l'idée de simulation, c'est avant tout le fait que c'est quelque part la raison pour laquelle tout ça existe. C'est pour
simuler un certain processus, on ne sait pas, peut-être pour simuler l'histoire humaine de notre époque. Ce serait plus cet ordre-là, en fin de compte, parce que par réalité, ça n'empêche pas qu'il y a vraiment une table là, au sens où on interagit vraiment avec elle, mais à l'intérieur d'une simulation. Donc c'est plus la nature de la réalité que l'inexistence de la réalité qui est mise en question par et même par nature, je voudrais dire. Enfin, si, il y a ce côté peut-être qu'on est dans une simulation informatique et donc peut-être tandis que la réalité de base elle n'est pas de cet ordre-là. Mais il y a aussi le fait que il y a d'autres êtres conscients qui ont produit ces simulations dans un certain but. C'est plus cet aspect-là qui est différent. Mais en soi, sinon, ça change rien au fait que on est là et on a des expériences et on interagit avec des choses qui sont là juste. Voilà, Et c'est ça, parce que souvent quand tu dis simulation, les gens sont là en mode ah mais du coup c'est hyper dangereux de penser ça parce que ça voudrait dire que je pourrais agir comme dans GTA, faire n'importe quoi, tuer des gens, ça serait pas grave. Mais en fait, si, ça serait tout aussi grave que si le substrat serait différent, quoi. Enfin, que ça soit une simulation informatique, une autre simulation ou pas de simulation, finalement, la personne, elle souffre quand même, elle a quand même des expériences, donc il n'y a pas de raison que ça soit fondamentalement différent moralement, quoi. Oui. Est-ce que ça peut avoir un argument sur le fait a priori, si tu as une expérience consciente de douleur, etc., et si donc la simulation est suffisamment bonne pour simuler ça, effectivement, a priori, ça ne change rien le fait que ce soit ensuite simulé. Si tu prends au sérieux tes propres expériences de douleur, les mêmes questions morales se posent autour de la douleur, typiquement. Tu peux supposer que les autres êtres simulés ont aussi l'expérience de douleur, et donc, etc. Finalement, ça change. Ça semble pas avoir beaucoup d'importance d'un point de vue moral. Et toi, si tu devais mettre genre une probabilité qu'on soit dans une simulation, qu'est-ce que tu dirais? Genre, ou un ordre de grandeur, quoi. J'ai vraiment ce truc-là, c'est que quand je m'intéresse à un sujet pendant un moment, je sais exactement ce que je soutiens et pourquoi je le soutiens. Et au bout d'un moment, c'est très difficile de garder en tête tous les arguments, toutes les réflexions que tu as eues autour de ce sujet. Et du coup, même si j'en garde éventuellement la conclusion, je suis toujours très gêné de donner une conclusion pour laquelle j'ai plus en tête si clairement que ça l'ensemble des arguments. Ouais. Et je sais que quand je m'y étais intéressé, j'avais trouvé ça relativement convaincant. Mais c'est ce genre de truc, c'est difficile. Et donc, je sais pas. Alors, à la fin, je disais, parce que l'argument de Bostrom, c'est de dire, en gros, il y a trois hypothèses. J'oublie exactement quelles sont les trois hypothèses. Et en gros, la somme de ces trois hypothèses, ça doit faire 1, quoi. En gros, elles s'excluent mutuellement. Et donc, tu peux déterminer... et l'une des trois hypothèses, c'est celle qu'on vive dans une simulation. Donc, tu peux déterminer la valeur la probabilité que tu accordes à cette hypothèse à partir des deux autres. Et lui, il disait, en fait, les deux autres, c'est très difficile à rejeter complètement à un niveau très élevé. Donc, l'ordre de grandeur, c'est pas fou de répartir également ta probabilité sur ces trois hypothèses, ou peut-être d'en préférer une un peu plus, mais voilà, c'est pas des hypothèses qui semblent très, très faciles à rejeter. Et je crois que lui, il disait qu'en gros, attribuer une probabilité en dessous de 10% lui paraissait assez irrationnel. Ce qui me paraît, c'est ça sa formulation. Et je pense que c'est cet ordre de grandeur-là, quoi, auquel il arrive. Et je me souviens plus, mais il me semble que je voyais pas de problème majeur avec ce qu'il racontait, donc peut-être ça serait cet ordre de grandeur-là. Mais ça me paraît très élevé là maintenant. Tu vois, quand tu n'as plus les arguments en tête, ça paraît fou et complètement élevé, mais peut-être que si je me replonge dedans, j'arriverai à la même conclusion qui est de dire c'est pas si fou de dire ça. Ouais. Et il y a un côté c'est pas si fou, et en fait quand tu réfléchis bien au truc, ça change pas tant de choses que ça. Enfin, ça dépend quel est le but de la simulation en fait. Peut-être qu'on est dans une simulation de physique qui en fait le but n'est pas du tout lié à nous, on est juste une espèce d'excroissance parasitaire. Et donc ça pourrait être un truc comme ça, ou alors peut-être que c'est une simulation qui vise vraiment le fait de simuler notre coin de galaxie, peut-être dans ce cas c'est autre chose. Ouais, bien sûr. Et finalement, du coup, dernière question, tu as fait une vidéo récemment sur le stoïcisme, et surtout, genre, un peu les visions alpha du stoïcisme en mode masculiniste, et voilà. Et j'avais trouvé une phrase vraiment intéressante dans cette vidéo, c'est que tu disais que, en fait, il y avait quand même des critiques légitimes au stoïcisme, et on
pouvait en partie comprendre pourquoi ça avait été interprété comme ça. Il y a tout un côté d'interprétation qui est beaucoup, complètement exagéré, mais il y a quand même un fond où on peut comprendre pourquoi ça va dans ce sens. Est-ce que tu pourrais développer un peu ça? Bah, alors j'ai fait une vidéo sur le stoïcisme lui-même par ailleurs où je parle, enfin c'est une vidéo où j'interviewe Sénèque donc les éléments sur le stoïcisme sont plus présents là-dedans. En gros, bah déjà tout le côté, il y a un côté vraiment, tu dois te détacher de tes émotions, tu dois avoir un contrôle absolu de tes émotions et c'est possible parce que euh, tes, tes peurs et tes désirs sont liés à tes représentations et donc tu peux modifier tes représentations et donc modeler tes désirs et tes peurs de façon comme ça presque libre. Ce truc-là, il est développé dans le stoïcisme. Ça me paraît alors, il y a un fond, ça dépend à quel point tu l'interprètes. Si tu l'interprètes de façon très rigide, comme vraiment, il suffit que tu décides ne plus te représenter ta chose comme bonne, et c'est bon, tu cesseras de la désirer. En fait, c'est juste faux, ça fonctionne pas exactement comme ça, l'esprit humain. Après, ça peut être, d'un point de vue thérapeutique, ça peut être une bonne chose, se dire, en fait, c'est vrai qu'il faut que je travaille sur la représentation que j'ai de telle chose, et c'est pas, mais bon, ça nécessite plus de travail. Mais il y a un côté, quand même, chez les stoïciens, où tu vas trouver ça poussé à l'extrême, on promeut une forme de froideur vis-à-vis même d'événements comme la mort de tes enfants, de ta femme. Il y a même un passage d'Épictète où il dit, bon, si tu as un ami qui pleure pour ses enfants, pleure avec lui si tu veux, parce que c'est quand même plus poli, mais intérieurement, oublie pas qu'en fait tout ça n'a aucune importance. Il y a vraiment des trucs un peu assez bizarres, choquants. Et un autre truc aussi qui est assez intéressant dans le stoïcisme, c'est que certes, la richesse est indifférente et toutes ces choses-là, etc. Mais c'est quand même aussi une philosophie qui te disait que c'est indifférent est préférable et qu'il faut souhaiter, enfin, il faut être indifférent à la richesse. Et en même temps, il faut la préférer à la pauvreté. C'est un peu bizarre. Et c'est pour ça que j'aimais bien traiter Sénèque comme stoïcien, parce que Sénèque, c'est justement un stoïcien qui a une vie qui semble bizarrement en contradiction avec pas mal de préceptes du stoïcisme. Où on s'imagine plutôt une vie un petit peu de sobriété. Lui, au contraire, il a amassé une richesse colossale, etc. Et il s'en défend en disant que c'est d'une part qu'il n'est pas censé être parfait, ça va, et d'autre part aussi en disant, mais en réalité, le stoïcisme ne condamne pas vraiment la richesse, il condamne le fait de s'attacher à ses richesses, si vous voulez. Donc tu peux être riche sans que tu t'attaches pas à tes richesses, quoi. Ce qui est une forme un petit peu d'hypocrisie curieuse, et on sent qu'ils sont pas très... pas très à l'aise avec ce rapport à la richesse dans une philosophie qui visiblement devait prôner le contraire. Enfin bref, il y a vraiment un côté... L'autre aspect, pour le coup j'en ai un peu moins parlé, mais c'est quand même une philosophie qui est parfaite pour défendre le statu quo. Ce qui est un peu bizarre pourquoi pour défendre le statu quo? Parce que c'est vraiment une philosophie qui te dit, en gros, il y a un ordre du monde, et ce qu'il faut, c'est agir conformément à ta place dans cet ordre du monde, quoi. Agir conformément à ta vertu. Si tu es un esclave, tu dois agir conformément à ton statut d'esclave, là où tu es né. La Providence t'a fait naître dans cette position-là. Sois un bon esclave, quoi. Et c'est vraiment... donc si tu es empereur, par contre, sois un bon empereur dans la mesure du possible. Mais donc, il y a vraiment... tu ne dois pas spécialement chercher à t'enrichir, a priori. Hein. Du coup, utiliser le stoïcisme pour ça, c'est un peu bizarre, mais... En tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup pour cet entretien, Thibaut. Et puis, merci, plaisir. c'était chouette. Salut.